Et maintenant, notre second débat. Doit-on créer un statut d'assistant sexuel pour aider les personnes en situation de handicap à avoir des rapports? Au Danemark, en Suisse ou aux Pays-Bas, ce métier existe bel et bien. Parfois, les prestations peuvent même être remboursées par la sécurité sociale. Julia Tabat, présidente du collectif Handicap et Sexualité, milite depuis plus de 10 ans pour créer ce statut. Nous l'avons rencontrée. Bonjour Julia Tabat. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la définition d'un assistant sexuel? L'assistance sexuelle, assistant ou assistante, c'est une personne qui va intervenir auprès d'une personne en situation de handicap pour permettre à cette personne en situation de handicap de vivre sa sexualité pleinement. Alors concrètement, ça consiste en quoi? Concrètement, ça va être quelqu'un qui va intervenir dans l'intimité, Ouais. soit pour aider à une masturbation, soit pour la découverte de son propre corps, Ouais. soit pour aider à un rapport sexuel entre deux personnes en situation de handicap. Ça veut dire les mettre en place? Les mettre en place, leur permettre ce rapport-là, les aider s'il y a besoin, disparaître s'il n'y a plus besoin. Ça veut dire aussi parfois aller jusqu'à la pénétration de cette personne en situation de handicap, si c'est sa demande. Enfin, là, ce que vous me présentez, c'est un espèce de contrat moral entre deux individus afin que l'un se mette au service de l'autre pour son plaisir, c'est ça? Pas uniquement pour son plaisir, c'est aussi pour s'approprier son corps dans une situation de handicap où on est coupé du corps, où on a une autre représentation, où on a une autre forme de corporalité qui n'est pas vécue de la même manière. Et c'est quoi cette forme de corporalité? Imaginez-vous quelqu'un qui est en situation de handicap physique depuis sa naissance, qui n'a pas connu le développement sensuel qu'on peut connaître quand on est adolescent, quand on s'ouvre. C'est généralement un corps qui va être douloureux aussi, qui peut l'être. C'est pas un corps du plaisir. Et tout le travail d'un accompagnement à la vie affective et à la vie sensuelle, ça va être de montrer via un assistant sexuel qu'une personne en situation de handicap a aussi une sensualité qui lui est propre et qu'il doit découvrir et auquel il doit accéder. Alors, qui sont ces assistants sexuels? Des anciens kinés, des ergothérapeutes. Ouais. Ça peut être des personnes qui viennent du monde social. Mais il y a aussi beaucoup de prostituées. Et il y a aussi des prostituées. Donc, mais pas que. Le recours aux prostituées pour ce genre de prestations est quand même courant. Sachant qu'il faut trouver une prostituée qui accepte, de prendre plus de temps pour le client en question. Il faut aussi manipuler la personne sans lui faire mal. C'est un savoir-faire. C'est des techniques à apprendre. Clairement, ça ne dure pas 10 minutes. Mais quelle est la différence avec de la prostitution? C'est le but. Le but de l'assistant sexuel, même s'il peut l'être, n'est pas la satisfaction brute et méchante d'une pulsion sexuelle instinctive et immédiate. C'est la compensation de quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Donc il existe des assistants sexuels en France? Bien sûr, il existe des assistants sexuels en France. Ce n'est pas légal, hein? La pratique n'est... Alors, la pratique en tant que telle n'est pas illégale. Ce qui est illégal, c'est l'échange d'argent, parce qu'on va tomber sous le coup de la loi de la prostitution. Et donc, par exemple, votre association, si elle met en relation une personne en situation de handicap et un assistant sexuel, peut tomber sous le coup du proxénétisme. Du proxénétisme. En bande organisée, parce que nous sommes association. On a le jackpot. Et du coup, vous disiez en avoir formé? On en a formé parce que la formation est légale. La formation est légale? La formation est légale en France. Il y a un peu d'hypocrisie là quand même. On peut même dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous allez le voir, le débat agite aussi l'Allemagne, où de fortes oppositions se manifestent contre ces assistants sexuels. C'est un reportage de Céline Marchand. Berlin, janvier 2017. La députée Elisabeth Scharfenberg donne une interview qui fait le tour du monde. Interrogée sur des questions de santé, elle fait une proposition choc. Que les prestations des assistants sexuels soient remboursées par l'État. Nous financerions cela par la caisse d'assurance maladie, ou nous mandaterions une association qui les prend en charge et qui pourrait être subventionnée par l'État. Un financement public au nom du principe d'égalité.
Je considère que la sexualité est un droit humain, peu importe notre condition physique, que l'on soit mutilé ou intact, jeune ou vieux. Nous avons droit à l'épanouissement de notre personnalité et l'autodétermination de notre sexualité en fait partie. Cela devrait être reconnu. C'est pour moi clairement ancré dans notre Constitution. La députée n'a pas été réélue au Parlement, mais 2 ans plus tard, sa proposition continue de déchaîner les passions. Selon certaines militantes pour les droits des femmes, cette proposition est inacceptable. Le concept même d'assistant sexuel est bien évidemment un euphémisme. Il s'agit en réalité de prostitution. C'est une invention du lobby pour la prostitution qui mène ainsi une stratégie pour se donner accès à de nouveaux marchés. Les assistants sexuels, c'est un moyen de faire entrer un peu plus la prostitution dans les mœurs, plus qu'elle ne l'est déjà en Allemagne. Pionnière en Europe, l'Allemagne tolère depuis 1997 des formations pour les assistants sexuels. Privées, non réglementées, elles coûtent en moyenne 500 € pour quelques semaines. La plupart des participantes sont des femmes. Monica, qui pose aussi comme modèle pour les artistes, est ainsi devenue assistante sexuelle. Chaque rencontre est différente. Certains ont envie de proximité, ils ont envie d'être caressés, touchés, ou alors ils veulent toucher, mais ils n'en sont pas capables. Avec chaque personne, tout reste ouvert par rapport à ce qui peut se passer et jusqu'où ça peut aller. Une exploration des sens qui a un coût, 120 € de l'heure. D'après la loi allemande, je suis une prostituée. J'ai dû m'inscrire dans un registre légal pour prostituée. Selon ses opposants, l'assistance sexuelle est aussi un pis-aller. La psychologue Ingeborg Krau déplore que ce débat autour du sexe masque de plus grands manquements sur le chemin de la reconnaissance des handicapés. Si j'arrête de respirer, je meurs relativement rapidement. Si je ne mange plus, je meurs en quelques jours. Mais si je n'ai pas de rapport sexuel, je ne vais pas mourir. Ce n'est pas un droit fondamental. Ils ont besoin d'autre chose, la reconnaissance de la société et plus de possibilités d'entretenir des contacts. Et ces contacts, ils les nouent en premier lieu avec des infirmiers, des assistants médicaux. Un secteur qui souffre d'une grave pénurie, selon un rapport sur les soins publié en 2018. Dedans, il est écrit que d'ici 11 ans, nous aurons besoin de 500 000 personnels soignants à plein temps. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une assistance sexuelle, c'est d'un soin respectueux des droits humains. Et pour cela, il nous faut simplement davantage d'aides-soignants. En avril dernier, le Bundestag a réaffirmé que l'assistance sexuelle n'ouvrait pas droit à une prestation sociale. Sur les 28 pays européens, seuls 2, le Danemark et les Pays-Bas, remboursent sous condition les assistants sexuels pour personnes handicapées. On vient de voir ce qui se passe actuellement en Allemagne. Est-ce que ça vous choque, l'idée qu'on puisse avoir du sexe sur ordonnance ou pas? Ça ne me choquerait pas. Il y a des sexologues qui vont prescrire un certain nombre de choses pour permettre à des hommes et à des femmes d'avoir des rapports sexuels. Mais dans ce cas, vous comprenez qu'on puisse se dire moi, demain, je suis en dépression. C'est aussi une forme de handicap. Je pourrais très bien me faire rembourser en fait, ces prestations de plaisir. À quel moment votre dépression vous empêche d'avoir accès à votre corps? À partir de là, moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait aussi un accompagnement. Bon, pour les personnes en situation de handicap physique, psychique, puis potentiellement les dépressifs. Bon, demain, on va faire les personnes âgées, ça va faire un peu appel d'air. Vous ne pouvez pas objecter qu'on ne va pas faire parce que c'est une porte ouverte à plein d'autres choses. On milite pour que ce soit, au contraire, quelque chose qui se fasse en dehors de la clandestinité, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que ça. Les associations féministes aussi, en fait, disent que ce n'est pas très féministe comme combat, puisque du coup, la plupart de ces assistants sexuels sont des femmes. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? J'estime que c'est féministe de demander l'acceptation d'une sexualité pour les femmes qui sont en situation de handicap. L'idée n'est pas de rendre obligatoire l'assistance sexuelle pour toute personne en situation de handicap. Parce que ce n'est pas une demande de tous. C'est pas une demande de tous. C'est essentiellement des hommes, en plus, pour le coup, qui... Alors, aujourd'hui, effectivement, on reçoit beaucoup de demandes d'hommes, mais on a aussi des demandes de femmes
Et de plus en plus. Il y a aussi des associations de personnes en situation de handicap qui rejettent un petit peu cette idée en disant que dans ce processus de normalisation, l'idée d'avoir une sexualité à part n'est pas non plus une bonne idée. Sauf que c'est pas une sexualité à part. Alors, c'est pas une sexualité normale non plus. Mais j'ai un problème avec ça, parce que la sexualité normale, pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Si on pense à une sexualité hétéronormée, mariée, 2 enfants, alors oui, effectivement, l'assistance sexuelle, c'est pas une sexualité normale. Mais excusez-moi, on est en 2019, je pense que la sexualité, c'est un peu autre chose que ça. Alors, vous allez le voir, ces revendications progressent dans toute l'Europe, mais les réponses des gouvernements divergent. Direction les Pays-Bas et l'Italie avec nos correspondants. C'est au pays des tulipes qu'a fleuri l'assistance sexuelle. Il y a presque 40 ans, les Néerlandais handicapés ont pris leur destin en main, lassés de voir les prostituées réticentes à leur vendre leurs services et les portes des maisons de plaisir leur demeuraient closes. Dès 1982, la Fondation pour les relations alternatives s'est évertuée à former des professionnels du sexe ou de santé, puis à jouer les entremetteuses. Les prestations sont facturées 110 € et le modèle a fait florès. D'autres associations ont vu le jour pour aider les handicapés à s'épanouir sexuellement. Aux Pays-Bas, au moins 1500 personnes par an ont recours aux soins sexuels. Dans certaines villes, ces soins sont même considérés comme une aide sociale et sont donc remboursés. Ce n'est pas un job pour les prostituées, selon le sexologue Fabrizio Quattrini, l'un des principaux promoteurs de l'assistance sexuelle en Italie. Il a contribué à la rédaction d'un projet de loi en 2014 qui vise à autoriser cette pratique, mais qui pour l'instant prend la poussière au Sénat italien. En attendant, il a participé à la sélection des premiers assistants sexuels de la péninsule. Ces derniers ont des limites claires. Pas de pénétration, ni de sexe oral, interdiction de délivrer une assistance à un mineur. En septembre 2017, pour la première fois en Italie, 17 assistants sexuels âgés de 25 à 45 ans ont reçu 60 heures de formation dispensée par Love Giver, l'association créée pour l'occasion. On vient de le voir, Juliette Abbas, ces revendications avancent petit à petit. Est-ce que vous diriez qu'au Danemark, en Suisse, aux Pays-Bas ou en Allemagne, on est plus ouvert sur cette question ? On est beaucoup plus ouvert parce qu'on n'a pas du tout le même rapport au handicap et à la sexualité. En France, ça reste des questions qui sont extrêmement clivantes et extrêmement difficiles à aborder. La France était quand même très en retard dans sa politique de handicap. Donc parler de handicap était tabou. Parler de sexualité et de handicap, c'était un double tabou. Donc on n'en parlait pas du tout. Et aujourd'hui, votre revendication, en fait, vous diriez qu'elle est aussi prioritaire que l'inclusion dans l'emploi? C'est du même niveau. Je ne fais pas de priorité dans la vie des gens. Il y a des personnes qui sont en dépression parce qu'ils n'ont pas de rapport charnel. Je pense notamment à un jeune homme qui témoigne de sa détresse sensuelle en disant qu'il ne voulait pas mourir avant d'avoir senti une autre carcasse contre sa propre carcasse. Ce qui est quand même fort quand on a ce genre de témoignage. Donc c'est une forme de non-assistance, de ne pas réglementer et de ne pas entrer dans ce débat-là. Merci en tout cas. Merci.